2006, c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e épisode de JT Sport, le podcast préféré de ton podcasteur préféré. Moi c'est Daniel et ici on parle sport et actu. Et je suis accompagné par les champions de l'EJT. Pour commencer, Corentin va nous parler du TFC féminin qui cartonne en D2. Car là, elle a à peine eu le temps de récupérer du marathon qu'elle va déjà nous en parler. Ensuite, Naïs va nous faire vivre de l'intérieur le match de rugby France-Japon. Puis Théo va mettre la vitesse supérieure pour résumer en quelques minutes l'actualité sportive. Enfin, Pierre va nous conter le départ du célèbre Vendée Globe. Et comment ne pas parler du premier billet d'humeur de l'année écrit par Ludovic, mais ça, je vous en parle après. Trêve de blablaterie, laissons la place à Corentin. On me dit d'ailleurs que les filles du TFC sont très fortes en ce moment. Salut Daniel. Peuvent-elles rêver d'une montée en D1 Arkema ? La question va commencer à être posée aux joueuses du TFC féminin, actuellement 3e de D2, et qui se sont imposées ce dimanche 10 novembre à domicile contre l'OGC Nice. Une victoire sur le score de 5-2, à l'issue de laquelle nous avons interrogé le coach toulousain Antoine Gérard sur un possible objectif de promotion qui aurait pu être fixé par le club. Voici sa réponse. La volonté avant tout, c'est de marquer les points qu'il faut pour pouvoir rester en seconde ligue. On est plutôt bien parti de ce point de vue. Puis après, on se fixera des objectifs. Mais en tant que tel, la montée n'est pas un objectif fixé par à la fois les présidents ou la structure. Question maintien, les Toulousaines sont effectivement bien parties pour l'heure avec désormais 14 points pris en 7 rencontres et une solide 3e place acquise. Et ce dimanche, il y en a une qui s'est signalée auprès de son coach et de ses supporters pour permettre à son équipe d'aller s'imposer, c'est Luna Lapassouz. Après avoir inscrit les 2 premiers buts de la rencontre, elle a vu son équipe se faire rejoindre au score avant d'aller inscrire le 3e but toulousain qui a permis à son équipe de définitivement éteindre les espoirs niçois. Elle nous a raconté ce triplé après la rencontre. Franchement, quand je suis rentrée sur le terrain, je ne pensais pas marquer un triplé. C'est arrivé vite, mais c'est vraiment dans le feu de l'action, dans le match, ça s'est bien déroulé. Et elle nous a aussi expliqué comment les troupes se sont remotivées après s'être fait rejoindre au score. On s'est dit que ça repartait à zéro, on avait oublié ce qui s'était passé. Donc pour nous, c'était comme si on venait de rentrer dans le match. Les Toulousaines se déplaceront d'ailleurs la semaine prochaine au Mans, actuel 2e du championnat avec seulement 1 point d'avance. L'enjeu sera de taille. Merci beaucoup Corentin, c'est une nouvelle qui va rendre les Toulousains très heureux. En parlant de Toulousains, il s'est passé quelque chose de gigantesque dans la Ville Rose ce week-end, n'est-ce pas ? Et oui, Daniel, 42 km à parcourir dans les rues de la Ville Rose. C'était l'objectif des coureurs du marathon de Toulouse qui a fait son grand retour après 5 ans d'absence. Et le succès était au rendez-vous. Plus de 30 000 coureurs ont franchi la ligne de départ ce dimanche. Ils étaient répartis dans 5 épreuves, le marathon des géants, le relais, le semi-marathon, le 10 km et la course pour les enfants. Un record pour l'événement car la dernière fois que le marathon de Toulouse avait eu lieu, c'était en 2019 et on ne comptait que 12 000 coureurs. Un taux de participation exceptionnel qui n'était pas pour déplaire au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Là, ça y est, on a trouvé un bon partenaire et je suis très très heureux parce qu'il y a 32 000 inscrits aujourd'hui. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était donc en 2019, il y en avait 12 000 seulement. Donc je suis très très heureux de ce succès. Dès 7h du matin, les coureurs se sont échauffés avant le départ fixé à 7h30 sur le boulevard Lazare-Carnot. Près de 6500 participants au marathon des géants se sont élancés avec à leur côté les 2500 coureurs du relais. Sportifs chevronnés comme coureurs du dimanche, ils n'avaient qu'un seul objectif, la ligne d'arrivée, rue Alsace-Lorraine. Louis, coureur de la première épreuve, a participé à son premier marathon ce week-end. Coureur du dimanche, une à 2 fois par semaine, et bon, ben là, pour les séances, on a augmenté un peu le rythme d'entraînement. De Jean Jaurès au pont des Catalans, en passant par le Stadium, le Palais de Justice et la place du Capitole, la Ville Rose était en ébullition, tant du côté des coureurs que du public. Mais le marathon des géants n'était pas la seule épreuve à succès ce dimanche. Le semi-marathon a rassemblé près de 12 000 participants. Ils se sont lancés dans une course de 21 km. Du boulevard de Strasbourg à la rue Alsace-Lorraine, en passant par le Pont-Neuf, l'avenue de Muret et les Carmes, ils ont profité d'une vue imprenable sur la Garonne. Mathilde, coureuse du semi-marathon, est arrivée 2e au classement et prépare déjà le marathon de La Rochelle. C'était plutôt une préparation pour le marathon de La Rochelle que je fais dans 2 semaines. Voilà, donc je finis 2e en un peu moins d'1h18.
Donc ouais, au classement, c'était pas important parce que le but, c'est de faire une bonne séance. Bon, c'est toujours sympa de monter sur le podium. Et le temps est très correct. Pas de médaille à l'arrivée pour les coureurs, mais tous ont pu profiter d'un rassemblement qui se voulait convivial. Merci beaucoup Carla pour ce reportage très intéressant. J'espère que vous n'êtes pas encore trop essoufflés parce que Naïs elle a fait le voyage jusqu'au Stade de France pour le match France-Japon. On m'a d'ailleurs dit qu'il y avait une ambiance de folie. Salut Daniel, ce week-end je suis montée à la capitale et plus précisément au Stade de France pour être vos yeux et vos oreilles, enfin surtout vos oreilles, lors du match de rugby qui opposait la France au Japon ce samedi 10 novembre. Même si c'était juste un match de préparation, c'était quand même la première fois que les Bleus rejouaient sur la pelouse du Stade de France après leur défaite en quart de finale de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Je sais que je ravive de mauvais souvenirs, mais rassurez-vous, nos Bleus sont revenus plus déterminés que jamais et prêts à en découdre. Ils étaient prêts et le public a répondu présent. D'ailleurs Daniel, tu sais combien on était ce week-end au stade ? Alors là, très bonne question, je peux pas te répondre. 50 000. Et tu sais quel bruit ça fait 50 000 personnes qui encouragent la même équipe ? Ça fait ça. « 21h05, début du match, les joueurs entrent sur le terrain, les lumières se tamisent, les premières notes de l'hymne national résonnent et l'équipe de France, main sur le cœur, entame la Marseillaise suivie par tout le stade pour former qu'une seule voix. L'arbitre siffle le début du match et dès la 4e minute, l'ailier du 15 de France, Louis Bielbiarré, inscrit le premier essai de la rencontre. Le stade s'enflamme mais est très vite refroidi par l'arbitre qui doute et demande la vidéo sous les huées des supporters. Essai validé et doublé pour Bielbiarré, élu homme du match. La machine française est lancée et s'ensuivent 4 autres essais en première période, dont 3 transformés par le demi d'ouverture toulousain Thomas Ramos. On arrive à la fin de la première mi-temps et la France mène 31-0. La foule est en délire. Qui ne saute pas n'est pas français, hein? Qui ne saute pas n'est pas français, hein? La deuxième mi-temps débute et déjà nos Français frappent fort. Dès la 42e, nouvel essai transformé pour la France de Jean-Baptiste Gros, appuyé par un essai du capitaine star Antoine Dupont à la 48e, finalement annulé pour en avant. Alors que le peu de supporters japonais commencent à perdre espoir, le 3/4 centre du Japon, Harumichi Taitekawa, marque un bel essai à la 50e, applaudi par tout le stade. S'ensuivent alors 2 essais de Paul Baudéan, rentrés en deuxième période. Score final, 52-12 pour la France, une belle promenade de santé. Pourtant, certains supporters ne semblent pas satisfaits. Non, moi j'ai beaucoup aimé Bielbiarré, le Bordelais qui a très bien joué, fini homme du match avec un beau doublé, 2 beaux essais, déçu pour Atis Ogbe qui se blesse, il ne le mérite pas. Mais sinon, très bon match. Pour avoir un avis un peu plus généraliste, je pense que les essais permettent de se mettre en confiance. Après, la suite, c'est une équipe un peu plus solide, donc on a la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arme. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match sur nos réseaux sociaux. Et pour retrouver notre 15 de France sur la pelouse parisienne, ce sera les 16 et 22 novembre prochains contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Merci beaucoup Naïs. Bon, je vois que tu as encore un peu de voix, ça me rassure. Maintenant, c'est Théo qui va nous raconter sous Red Bull les actualités sportives de la semaine. Bonjour Théo. Bonjour Daniel, c'est un retour des JO dans l'art et la manière. L'équipe de France de handball continue sur sa lancée. 3 jours après leur victoire contre la Suède, les Bleus se sont imposés face à la Norvège 31-27 lors de l'EHF Eurocup ce samedi. Malgré l'absence d'Elohim Prandi, blessé à l'épaule et absent pour le mondial, les hommes de Guillaume Gil ont affiché sérieux et solidarité pour dominer une Norvège rajeunie. Avec 2 victoires en autant de rencontres, la France prend la tête de son groupe et prépare de belle manière le mondial qui aura lieu en janvier prochain en Croatie, en Norvège et au Danemark. Pas de retour en équipe de France pour Kylian Mbappé. Après avoir déjà manqué le précédent rassemblement en raison d'une méforme, Didier Deschamps a choisi de se passer une nouvelle fois de ses services pour les matchs de novembre contre Israël et l'Italie. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision, c'est mieux comme ça, a lancé Didier Deschamps, refusant d'en dire plus à propos de son attaquant, alors que Lucas Chevalier qui signe sa première et qu'Adrien Rabiot figurent eux dans cette liste. Kylian Mbappé va donc une nouvelle fois faire jaser. Du côté des courses, c'est la dernière de l'année. Oui, tout à fait. Et une sacrée fin d'année pour Coco Gauff qui, à 20 ans, vient de quitter le cocon familial pour s'installer seul, de voter pour sa première présidentielle américaine et de décocher son premier master. Samedi, en finale à Riyad, en Arabie Saoudite, la numéro 3 mondiale a réussi à surmonter un début de match à son désavantage. Elle était menée 6-3, 3-1 pour finalement s'imposer au forceps 3-6, 6-4, 7-6 en 3h04 face à la chinoise Zheng Qinyan, 7ème.
et remporter le deuxième plus grand titre de sa carrière après l'US Open 2023. Du côté masculin, le dernier tournoi de l'année a débuté ce dimanche 10 novembre à Turin. De retour dans la ville italienne, pour l'avant-dernière fois, le tournoi réunit les 8 meilleurs joueurs de simple et paires de double. Bonzi n'est pas mort. C'est ce qu'on appelle renaître de ses cendres. Benjamin Bonzi a remporté son premier titre ATP en battant le Britannique Cameron Norrie 7-6, 6-4 en finale du tournoi de Metz. Une belle revanche pour le Nîmois, retombé à la 124e place mondiale, mais auteur d'une fin de saison remarquable avec 2 titres en Challenger et une finale à Brest. Passé par les qualifications, Bonzi a même battu le numéro 7 mondial Casper Ruud, signant ainsi son premier succès face à un top 10. C'est un clap de fin. Comme un symbole au lendemain de l'annonce officielle de sa retraite, à 39 ans, Mark Cavendish a remporté la dernière course de sa longue carrière au sprint ce dimanche lors du Critérium de Singapour. Le Britannique, champion du monde en 2011 et détenteur du record de victoires d'étape au Tour de France, a notamment fait référence à ce record au passage de sa dernière ligne d'arrivée. Le missile de l'île de Man a formé un 35 avec ses 2 mains comme son nombre de victoires d'étape dans le Tour de France, un record qui restera le grand accomplissement de ses 20 ans de carrière. Merci beaucoup Théo pour toute cette actu forte en émotion. Maintenant, on va parler d'un sport méconnu, la voile. C'est Pierre qui va d'ailleurs nous en parler dans les moindres détails avec le départ du Vendée Globe. Bonjour Pierre. Salut Daniel, oui, cette semaine on avait envie de vous parler du Vendée Globe, l'Everest des mers comme on le surnomme, qui débutait ce dimanche. C'est la plus grande course à voile du monde, elle a lieu une fois tous les 4 ans, un peu à la manière de la Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, donc c'est un sacré événement, d'autant que le départ et l'arrivée ont lieu en France, plus précisément au Sables-d'Olonne, en Vendée. Le principe est simple, faire le tour du monde en solitaire sur un bateau de type IMOCA, la catégorie des monocoques de 18,28 mètres, mais attention, il y a des conditions à respecter. Les skippers doivent réaliser ce tour du monde sans escale, d'une traite. Ils ont interdiction de s'arrêter, de poser un pied à terre ou de se ravitailler. Ils doivent aussi interpréter tout seuls les données météo, personne ne peut les aider à prendre des décisions de navigation. Ils doivent même se soigner seuls en cas de maladie ou de blessure, ils ont juste la possibilité de consulter à distance le médecin de course. Le Vendée Globe est donc la seule course au monde qui propose un tel format, et c'est ce qui fait que c'est vraiment le défi ultime pour un marin. Le taux d'abandon est d'ailleurs très élevé, historiquement, moins d'1 skipper sur 2 parvient à boucler ce tour du monde, c'est dire à quel point c'est difficile. Le parcours est le suivant. Descendre l'Atlantique, contourner l'Antarctique en traversant l'océan Indien et le Pacifique, puis remonter de nouveau l'Atlantique pour revenir en Vendée. Les concurrents doivent passer par les 3 caps de référence, le cap Horn au Chili, le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud et le cap Leeuwin en Australie. Au total, un parcours théorique de près de 40 000 km, mais qui est en réalité encore plus long que ça à cause des perturbations en mer. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 60 fois la distance qui sépare Toulouse et Paris, ou 3 fois celle entre Toulouse et Tokyo. Cette année, ils sont 40 skippers et skippeuses à tenter de gravir l'Everest des mers, un record dans l'histoire de la compétition. 6 femmes ont pris le départ au Sables-d'Olonne ce dimanche, parmi lesquelles Violette d'Orange, la benjamine de cette édition 2024-2025. Elle n'a que 23 ans, à peu près l'âge moyen de nos journalistes aujourd'hui en plateau, ce qui en fait même la plus jeune participante de l'histoire du Vendée Globe. Originaire de Charente-Maritime, cette dernière d'une fratrie de 3 enfants a hérité de la passion de ses parents pour la voile. Depuis ses 7 ans, elle passe son temps libre à faire de la voile et a déjà bouclé plusieurs parcours difficiles, notamment plusieurs traversées de l'Atlantique. Mais avec le Vendée Globe, c'est à un tout autre morceau qu'elle s'attaque. Elle va traverser des mers qu'elle ne connaît pas, dans des conditions qu'elle ne connaît pas non plus, puisqu'elle n'avait jamais navigué pendant 3 mois. Elle a expliqué avant le départ que terminer sera un premier objectif, et être heureuse en mer, profiter de cette aventure à fond, la vivre pleinement, a-t-elle expliqué. Pour participer à la course, la jeune femme a d'ailleurs dû mettre de côté ses études d'ingénieur à l'INSA Rennes pour consacrer tout son temps à la préparation. Et ce premier départ dimanche depuis les Sables-d'Olonne vient récompenser plusieurs années à travailler pour donner vie à son ambition. En mer, elle porte fièrement et bénévolement les couleurs de la fondation Apprentis d'Auteuil, qui vient en aide aux jeunes et aux familles les plus fragiles. Un bel engagement qui nous donne une raison de plus de vivre sa traversée sur le globe. Merci beaucoup Pierre pour cet éclaircissement qui était nécessaire pour tous. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est désormais l'heure de se poser une question cruciale. Est-ce que le sport, c'est politique ? C'est Ludovic qui va y répondre avec son biais d'humeur. Bonjour Ludovic. Bonjour Daniel, et oui, est-ce que le sport est politique ? Effectivement, grande question, on pourrait d'abord penser que... Non, je rigole, je vais couper court à tout suspense, oui, le sport est politique, il l'a été, il l'est, et il le sera. Même si le PSG et Bruno Retailleau ne le veulent pas, nous on est là pour établir la vérité. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'épisode précis du tifo, mais bien sur son corollaire. Bon, déjà, est-ce que vous seriez capable de me parler d'un truc, un truc, qui ne soit pas relié de près ou de loin à la politique ? Franchement, perso, je vois pas. Alors n'essayons pas de faire croire que le sport professionnel, où se mêlent argent, histoire et pays différents, rapport de domination ou écologie, est un monde de bisounours qui ne se préoccupe que de faire trembler des filets.
Le sport ne va pas cesser d'être politique car un quelconque haut gradé veut que ce soit le cas. Le sport, il est pratiqué par une multitude d'humains qui ont des pieds, des mains, mais surtout une tête, et comme dirait Florent Pagny, on n'aura pas leur liberté de penser. Peut-être que l'on me dira « Enfin, Ludovic, on l'a fait devenir politique, c'était pas le cas avant !» Ah ouais, c'était mieux avant. Ok, on va jouer à ça. Remontons dans le temps jusqu'à Homère. Non, Daniel, pas celui de Springfield, celui de l'Iliade. Et c'est là que l'odyssée sportive commence dans la littérature grecque, quand les Achéens auraient organisé des jeux sportifs pour commémorer la mort de Patrocle. Patrocle, c'est pas Patrice Garande, au passage. C'était pas juste Hercule qui s'est dit « Tiens, je me ferais bien 42 km après le tas, je vais demander aux collègues s'ils sont chauds de voir qui court le plus vite. » Ok, j'exagère, EJT Sport, c'est du sérieux après tout. Tiens, Daniel, si je te parle des Corinthians, est-ce que tu sais de quoi je parle ? Alors là, pas du tout. Tu peux m'en dire plus ? Alors, en très gros, c'est une histoire qui a commencé avec un jeune sociologue, Adilson Monteiro Alves, qui avait été nommé directeur sportif du club des Corinthians en 1981, pendant la dictature militaire au Brésil. À partir de ce moment, les joueurs commencent à décider de tout ensemble, et c'est drôle, parce que ça ressemble à une démocratie. Et oui, je t'ai un peu volé la partie quiz pour le coup, désolé. En 1982, puis en 1983, tout le club multiplie les messages démocratiques sur la grande scène politique. Et en finale du championnat de Sao Paulo en 83, les joueurs entrent avec le message suivant « Ganhar ou perder, mas sempre com democracia » Gagner ou perdre, mais toujours avec démocratie. Et désolé les lusophones sur le plateau, pour la prononciation, il faudra se plaindre auprès du SAV de Duolingo. La démocratie corinthienne, c'était bien dans tout le club, on aurait tort de penser que le sport politique, c'est seulement une affaire de gros sous ou de politisation des joueurs. Le Paris Saint-Germain nous l'a montré récemment, la politique peut apparaître dans les gradins. Mais au jeu de qui est le plus politisé, j'ai du lourd pour vous. Quand les ultras du Lega Varsovie exhibaient une pancarte avec le panneau « Interdiction de tourner à gauche », je peux vous dire que c'était pas pour réviser le code de la route à mon avis. Même son de cloche de la première journée de D2 allemand de l'an dernier, en foot toujours, où l'on pouvait voir dans les tribunes du Hambourg SV le message suivant écrit en français, je cite « Justice pour Naël, nique la police ». Bon, si on avait vu ça au Vélodrome ou à la Beaujoire, j'imagine pas le tollé. J'y mets mes pieds à couper, de toute façon les deux sont carrés donc c'est pas trop grave. J'en profite vu qu'on parle des supporters français, mais il est indéniable que les nombreux arrêtés qui restreignent la liberté de déplacement sont de nature politique. Dites-vous bien que l'an dernier, les Sévillans ont appris 2 jours avant leur match à Lens sur Brut par une déclaration de Gérald Darmanin qu'ils n'auraient pas le droit de venir. Alors passer de Séville à Lens, sans avoir le droit de voir le stade Bollaert, bonjour la double peine quand même. Hein. Et en parlant de double peine, 18 décembre 2022, après une nouvelle séance de tir au but d'anthologie pour l'équipe de France, on perd. Qui n'a pas vu le cliché du président Emmanuel Macron venu consoler Kylian Mbappé ? Du coup, je suis sympa, je vais résumer. On dirait bien que le sport c'est politique, sauf quand ça nous arrange pas. Merci beaucoup Ludovic pour ce premier et non dernier billet d'humeur de l'année. Maintenant, laissons place au divertissement, le quiz. Cette semaine, j'avais envie de vous remercier pour votre fidélité, non pas avec un, mais 2 qui suis-je. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? C'était meilleur. Ah, si il répond parce qu'il est... Et du coup, on se retrouve avec 2 équipes de 2, à ma gauche, Pierre et Corentin, et à ma droite, Ludovic et Naïs. Comme dit précédemment, on a 2 qui suis-je. Le premier, je vous donne le premier indice, je suis un ancien professionnel de mon sport. Bon, ça va pas plus vous aider que ça, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Le deuxième indice, je suis triple champion du monde dans ma discipline. Je sais pas si vous avez un peu plus. Le troisième indice, on me surnomme le cannibale. Je vois que certains lèvent la tête. Pas de réponse pour le moment, ni à ma gauche ni à ma droite. Bon, je vous donne le 4e indice, je suis une légende du cyclisme. Est-ce que c'est Eddy Merckx ? Eh oui, bravo, bien joué Ludovic, qui remporte le premier point pour l'équipe Naïs Ludovic. Bon, je vous laisse de quoi vous reposer et vous rattraper l'équipe Pierre et Corentin avec ce deuxième qui suis-je. Je suis un joueur de foot né en 1985. Donc j'ai actuellement 39 ans. J'ai joué pour l'équipe de France. Donc, au palmarès international. Troisième indice, j'ai marqué plus de 358 buts dans ma carrière. Donc sacré buteur qui a joué pour l'équipe de France et 39 ans. Est-ce que t'as l'idée ? J'ai envie de dire André-Pierre Gignac. Eh non, mais c'était un bon guess. Quatrième indice, je suis considéré par beaucoup comme une légende de la Ligue 1. Donc un joueur qui est resté quand même souvent en Ligue 1, 39 ans, 3. Gomis. Eh oui, bien joué.
C'est bien Bafé Gomis qui a d'ailleurs pris sa retraite ce week-end sur les antennes de DAZN. En tout cas, merci d'avoir écouté ce doux podcast. Le JT Sport, c'est fini. Merci à Corentin, Carla, Naïs, Théo, Pierre et Ludo, sans oublier à la régie Carla et Nico. Merci à Quentin pour le montage et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et X. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de JT Sport et surtout, vivez sport!